instants. Mais tout d'abord, on va accueillir Michel Feltin-Pallas, que vous connaissez sans doute. Il est rédacteur en chef à l'Express, auteur, conférencier, amoureux de la diversité culturelle, auteur de nombreux ouvrages, dont l'excellent Sauvons les langues régionales, chez Héliopold, et de très nombreux articles. Et il a l'occasion de pratiquer sa passion pour les cultures régionales en devenant le rédacteur en chef chargé des suppléments régionaux à l'Express avec sa lettre d'information hebdomadaire que je vous conseille, Sur le bout des langues. Et il va nous parler bien sûr de la défense des langues minorisées. Michel Feltin-Pallas, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous, merci d'accueillir un affreux parisien comme moi dans cette terre bretonne. J'espère aussi que je ne vais pas me faire lyncher d'ici à la sortie. Je vais faire un petit pas de côté. Moi, je ne vais pas vous parler d'autonomie politique ou fiscale. Je vais vous parler de langue de France, de langue régionale. Mais peut-être qu'on n'est pas très loin parce qu'on peut supposer que si la Bretagne était autonome, la situation des langues de Bretagne serait meilleure. Et comme le disait M. Talamoni, peut-être que la bataille culturelle est-elle en amont de la bataille politique et les choses sont sans doute liées. Juste un mot de présentation pour vous dire qu'il y a deux raisons pour lesquelles je m'intéresse à ce sujet. Comme souvent, il y a une raison personnelle et une raison professionnelle. La raison personnelle, moi, j'ai toujours vécu à Paris. Mon père était parisien, mais ma mère était béarnaise. Elle était plus que béarnaise, elle était béarnophone. On peut aussi dire gascophone ou occitanophone, peu importe. En tout cas, je passais énormément de temps dans sa famille, au fin fond d'une petite vallée béarnaise. Et la langue de ma mère, la langue de sa famille, la langue de tout le village, c'était le béarnais, comme ça l'était depuis 1000 ans, au bas mot. Et à l'échelle de ma vie, ce qui n'est pas beaucoup quand on s'intéresse à la linguistique, j'ai vu cette langue non pas disparaître, mais devenir minoritaire. Et malheureusement, si on prolonge les cours, il y a toutes les raisons de penser que cette langue aura disparu d'ici à quelques décennies. Donc disons que j'ai une approche sensible, certains diraient tripale, de la question. Et puis, la raison professionnelle pour laquelle je m'intéresse à ce sujet, c'est que ça fait peut-être une vingtaine d'années maintenant que j'écris sur les langues en général. Et comme tu l'as dit à l'instant, et je t'en remercie, depuis 5 ans, je le fais de manière hebdomadaire à travers une lettre d'information qui s'appelle Sur le bout des langues, que je publie pour l'Express, qui est gratuite. J'en fais la publicité parce que j'ai besoin de gagner des lecteurs pour montrer à Paris qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à ces questions qu'on ne le croit à l'intérieur du périphérique parisien. Et depuis quelques temps, il y avait un certain nombre de lecteurs qui me disaient « mais il faudrait que vous regroupiez vos lettres à travers un livre ». J'avais retenu l'idée, encore fallait-il trouver un éditeur. Et j'ai eu la chance de trouver un éditeur parisien, et donc je tiens à le saluer parce que ça n'est pas évident, les éditions Héliopold, qui a accepté de prendre le pari financier, parce qu'un livre, c'est un pari financier, pour publier donc un recueil d'articles. Donc ça regroupe pour l'essentiel des articles publiés dans ma lettre d'information, dans un livre donc, que vous avez derrière vous, qui s'appelle « Sauvons les langues régionales ». Voilà, alors le message du livre, il est simple, c'est qu'il est possible de sauver nos langues de France. Et alors, je n'ai pas le temps de développer comment, mais je voudrais développer 3 points ici. Déjà, il faut répondre à la question « Pourquoi sauver les langues régionales ?» Ça n'est pas évident pour beaucoup de Français. La deuxième raison, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la France cherche à faire disparaître ce qui constitue en fait un élément de sa richesse patrimoniale. Il faut comprendre ça, rentrer dans la logique de nos adversaires, si vous voulez, pour arriver à répondre à cette question. Et puis le troisième point que je développerai, bien sûr, c'est concrètement comment faire. Alors, pourquoi sauver les langues régionales? Je fais une parenthèse, on me reproche souvent, et je le comprends, d'utiliser le mot « langue régionale », en me disant qu'il faudrait parler de langue minorisée, de langue autochtone, etc. J'en suis évidemment d'accord sur le fond, et je préférerais utiliser cette expression. Si je ne le fais pas, c'est parce que d'une part, j'écris dans un journal grand public, et d'autre part, parce que mon but, modeste, c'est d'essayer de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. Et donc, si je titrais ce livre, par exemple, « Comment sauver les langues minorisées », sans doute certains d'entre vous l'achèteraient-ils, mais ceux qui sont nos adversaires ou ceux qui ne sont pas sensibles à la question n'iraient pas. Donc j'ai choisi, peut-être à tort, mais je vous dis honnêtement l'état de ma réflexion, d'utiliser l'expression la plus largement utilisée en France pour essayer de toucher un maximum de monde malgré ses défauts. Je ferme la parenthèse. Donc on nous dit souvent, mais ça ne sert à rien de parler une langue régionale. Pour trouver du travail, il faut parler français ou anglais, mais parler breton ou béarnais, ça ne sert à rien. Or, je pense qu'il faut d'abord répondre à ça. Je citerai qu'un argument ici, c'est les avantages désormais prouvés par les neurosciences du bilinguisme précoce. Pendant des décennies et des décennies, chez vous comme chez moi, on disait mais il ne faut pas parler patois aux enfants, moi c'était le terme qu'on utilisait, parce que tu vas les empêcher de parler français, tu vas bloquer leur réussite scolaire. On sait aujourd'hui que c'est faux, c'est même l'inverse. Un enfant qui parle 2 langues est habitué très jeune à la complexité. Ne m'en demandez pas plus, mais les neurosciences ont prouvé que ça habitue le cerveau à des complexités neuronales. Les circuits activés ne sont pas les mêmes. Et un enfant qui parle 2 langues va non seulement apprendre plus facilement une 3e, une 4e langue, mais il va être meilleur dans toutes les matières en fait.
il va être meilleur en maths, il va être meilleur en histoire et il va être meilleur en français. Certains d'entre vous connaissent sans doute un rapport du ministère de l'Éducation nationale, qui ne passe pas pour être le plus chaud partisan des langues de France. Un rapport sur les écoles d'Iwan, qui est contestable sur une partie à la fin de ce rapport, mais qui est très précieux pour nous dans le combat que nous menons. Donc, ce rapport de l'Éducation nationale dit ceci: le pourcentage d'élèves de Diwan qui atteignent le niveau B1 en breton est de loin le plus élevé. Par rapport aux autres types d'enseignement, on pouvait s'en douter. Mais les résultats en français sont eux aussi positifs. Le réseau Diwan obtient en résultat d'évaluation d'entrée en 6e au diplôme national du brevet des résultats meilleurs que ceux de la moyenne nationale. Donc nous avons un rapport du ministère de l'Éducation nationale qui dit que les enfants qui sont dans l'enseignement immersif obtiennent des meilleurs résultats en français que la moyenne. Bizarrement, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas fait une publicité outrageuse de ce rapport. Mais il faut l'utiliser. Voilà, même si ce rapport est contestable sur d'autres points. Alors, il y aurait énormément d'autres arguments. J'en cite un autre. Parler différemment, c'est penser différemment. Je ne l'illustre qu'à travers un seul exemple. Vous savez que nous avons en France une excellente école de mathématiques, avec des mathématiciens qui obtiennent l'équivalent du prix Nobel de manière régulière. Cédric Villani est le plus connu. Et cette école de mathématiques française publie en français dans ses travaux de recherche, ce qui est rare. Vous savez qu'en général, la langue des publications, c'est l'anglais. Et que disent les mathématiciens? Ils disent ceci, je vous cite la phrase: « Ce n'est pas parce que l'école de mathématiques française est influente qu'elle peut encore publier en français, c'est parce qu'elle publie en français qu'elle est influente, parce que cela la conduit à emprunter des chemins de réflexion différents. » Les mathématiciens français trouvent des choses que ne trouvent pas les mathématiciens anglo-saxons parce qu'ils pensent en français. Et naturellement, ce qui est dit du français et de l'anglais est vrai de toutes les langues. Le castillan, l'allemand, le breton, le béarnais, on trouverait des choses différentes. Il faut voir les langues comme une richesse collective. Si on prend un parallèle avec la biodiversité, le fait que nous ayons des plantes nombreuses et diverses nous permet de trouver des médicaments. Et si on n'avait plus qu'une seule plante, on ne trouverait plus autant de médicaments. C'est la même chose pour les langues. C'est une richesse collective de l'humanité. Et cela, à soi seul, devrait conduire la France à préserver l'ensemble de ces langues qui forment une richesse extraordinaire, puisque nous avons la plus grande diversité linguistique d'Europe, sans parler de l'outre-mer. Alors pourquoi, il faut essayer de comprendre pourquoi la France, qui a une richesse extraordinaire, cherche à la détruire. Il y a deux raisons principales: la crainte du séparatisme et le fait que le français serait la langue de la liberté et que nos langues seraient les adversaires de la liberté. Alors, la crainte du séparatisme, il ne faut pas le négliger, parce qu'effectivement, une langue, c'est quelque chose d'intime, c'est ma langue maternelle, mais c'est une fonction sociale. Je parle ma langue avec les autres, et donc ça permet à un groupe de se définir comme un groupe. Et ce groupe, de manière assez naturelle selon moi, a tendance à vouloir garder sa langue et sa culture. Et ce groupe, s'il a le sentiment d'appartenir à un État qui brime, voire qui menace l'existence de son groupe ou de sa culture ou de sa langue, pour avoir envie de sortir de cet État. Jean-Guy Talamoni en parlerait mieux que moi, sans doute. Nous avons l'exemple également de la Catalogne du Sud ou espagnole, selon les points de vue. Donc, on ne peut pas dire non, ça n'existe pas. Mais s'en tenir à cela est, à mon avis, une malhonnêteté totale. Pourquoi? Parce que si vous prenez 100 Français qui souhaitent qu'on défende les langues de France, il n'y a pas 100 indépendantistes derrière ces 100 Français. À ma connaissance, à moins que j'ai mal suivi l'actualité, il n'y a pas de Front national de libération de la Picardie. Il n'y a pas de Front national de libération du Béarn. Donc certes, il y a parmi les défenseurs des langues de France des indépendantistes, mais ils sont quoi? Peut-être 2 ou 3%. Donc dire que l'ensemble des gens qui défendent les langues de France sont des indépendantistes, c'est malhonnête. C'est le premier argument. Le second, c'est qu'il existe dans le monde à peu près 6000 langues pour 200 pays. Ça veut dire que la norme dans le monde, c'est le multilinguisme et que la vision monolingue française est une anormalité. Il n'y a pas 5800 mouvements indépendantistes dans le monde. Derrière une langue, on peut avoir la volonté de conserver sa langue et son patrimoine culturel sans forcément avoir envie de sortir de l'État auquel on appartient, et c'est prouvé par l'expérience, puisque je vous dis, nous avons 6000 langues et 200 pays. Prenons la Suisse. En Suisse, il existe 4 langues nationales. Existe-t-il un mouvement indépendantiste en Suisse, à Genève, à votre connaissance? Non. À Genève, pourtant, il est possible d'étudier en français, de passer ses diplômes en français, de travailler dans une entreprise en français, d'aller dans une administration
et de parler français, d'avoir des médias publics en français et d'avoir des assemblées politiques qui délibèrent en français. Imaginons maintenant l'inverse. Et imaginons tout d'un coup que le pouvoir fédéral suisse impose à Genève l'allemand, en disant en Suisse, la langue majoritaire, c'est le suisse alémanique. À Genève, maintenant, tout est en allemand. L'école, les diplômes, les entreprises, les administrations, les médias, les assemblées politiques. Je vous fiche mon ticket qu'il y aurait peut-être demain matin un mouvement indépendantiste à Genève. Qui serait en tort? Qui serait à blâmer? Les Genevois qui souhaitent garder leur culture ou le pouvoir central qui impose à Genève une culture et une langue qui ne sont pas les leurs? Mon point de vue est que le fautif serait le pouvoir fédéral. Et je pense qu'un parallèle avec ce qu'il se passe en France n'est pas complètement incohérent. Et donc moi, je pense que c'est l'État français qui crée les indépendantistes ou les séparatistes français. Je connais par exemple des Corses, non pas M. Talamoni que je ne connais pas bien, mais d'autres Corses m'ont dit « mais moi je voudrais rester français, mais je pense que si je reste en France, ma culture aura disparu dans 2 ou 3 générations, et donc j'en ai conclu qu'il fallait que je sorte de la France ». J'ai eu beaucoup de réactions comme ça après la censure de la loi Molac. Vous voyez, donc il ne faut pas retourner les choses. On est dans un paradoxe où, à mon avis, un État qui est relativement intolérant sur le plan linguistique, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les observateurs unanimes du monde entier, reproche, qui cherche à détruire des cultures minoritaires de France, reproche à ceux qui les défendent de vouloir les défendre. Non, je pense que si l'État se relâchait un petit peu, était plus tolérant, la question séparatiste ne se poserait pas. Je termine sur ce point en disant que les sentiments d'appartenance peuvent s'additionner, c'est ce qu'a du mal à comprendre l'État français. Moi, à titre personnel, je me sens béarnais, je me sens gascon, je me sens français, je me sens européen, je me sens citoyen du monde. Pourquoi voudrait-on qu'une seule de mes appartenances interdise toutes les autres? Pourquoi voudrait-on que je ne sois que français? Quand Emmanuel Macron dit qu'il est européen, on ne lui demande pas d'arrêter d'être français. Il peut être les deux. Eh bien, moi, je pense que de la même manière, on peut être plusieurs choses à la fois et que nos sentiments d'appartenance peuvent s'additionner. Moi, à titre personnel, je ne suis pas indépendantiste, mais je me sens profondément béarnais et profondément français. Et je n'ai pas envie de n'être que béarnais ou de n'être que français. Je pense que si on comprend ça, on a compris beaucoup de choses. Deuxième argument, qui est très présent, on a parlé de la Révolution et on a raison de dire qu'il y a eu plusieurs phases dans la Révolution, avec une phase tolérante d'un point de vue linguistique, la première Révolution, et une phase intolérante ensuite, la Terreur, qui s'est malheureusement prolongée, non pas par la terreur, mais la philosophie de l'unicité linguistique s'est prolongée avec la Troisième République. Le français est la langue de la liberté, et il faut être uniquement francophone pour défendre la liberté. Pourquoi dit-on ça? Parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été écrite en français. Certes, mais dois-je rappeler que le français était aussi la langue de l'Ancien Régime? Donc le français est à la fois la langue de la liberté et la langue des adversaires de la liberté. On peut continuer les choses. Le français a été la langue de l'esclavagisme et la langue de l'abolition de l'esclavage. Le français a été la langue des Dreyfusards, Émile Zola, J'accuse, mais c'était aussi la langue des adversaires de Dreyfus et Édouard Drummond. Le français a été la langue du général de Gaulle et de la Résistance, mais c'était aussi la langue du maréchal Pétain et de la collaboration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les langues ne portent pas de valeur. On peut tout dire dans toutes les langues. On peut défendre la liberté en français. On peut s'opposer à la liberté en français. On peut défendre la liberté en breton. On peut s'opposer à la liberté en breton. Toutes les langues peuvent exprimer toutes les idées. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont égales. Donc non, le français n'est pas la langue de la liberté. Il n'est pas l'opposé de la liberté, mais il n'a pas le monopole de la liberté. Et évidemment, nous pouvons défendre la liberté dans toutes les langues. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'il est légitime de les sauver et que les arguments qui s'opposent à nos langues ne tiennent pas la route, il y a beaucoup d'autres arguments que j'essaye de démonter dans le livre, comment on pourrait les sauver? Eh bien, c'est très simple. C'est très très simple. Il suffit de faire ce qu'il se fait dans la plupart des démocraties européennes qui nous entourent. Je n'ai rien à inventer, nous n'avons rien à inventer. Je prends un seul exemple, puisque nous sommes en Bretagne. Un exemple qui a testé, c'est celui du Pays de Galles. Le breton et le gallois, c'est formidable comme exemple. Pourquoi? Parce que ce sont deux langues qui appartiennent à la famille des langues celtiques. Parce que ce sont deux langues parlées dans deux pays géographiquement proches et de développement économique comparable. Ce sont deux langues minoritaires qui font face à deux langues très puissantes. Le français chez nous, l'anglais au Royaume-Uni, et ce sont des langues qui comptaient à peu près le même nombre de locuteurs il y a 40 ans, 500 000. Qu'observe-t-on aujourd'hui?
500 000 locuteurs dans les années 80, 200 000 environ aujourd'hui. 500 000 locuteurs du gallois dans les années 80, 650 000 aujourd'hui. Ceux qui m'expliquent que nos langues sont condamnées par la modernité, je leur souhaite bon courage pour m'expliquer pourquoi le gallois est adapté à la modernité et pas le breton. Quelle est la différence? C'est que nous sommes dans un pays où la politique linguistique est très défavorable aux langues minoritaires, alors qu'elle est très favorable au Royaume-Uni en faveur du gallois. Et donc il suffirait de faire comme au Pays de Galles. Au Pays de Galles, l'enseignement du gallois est obligatoire pour tous les enfants jusqu'à 16 ans dans quasiment toutes les écoles. Enseignement du gallois obligatoire jusqu'à 16 ans. En Bretagne, l'enseignement du breton ou du gallo ne sont pas obligatoires dans toutes les écoles jusqu'à 16 ans. Au Pays de Galles, depuis 40 à 50 ans, il y a une radio publique et une télévision publique financées sur fonds publics intégralement en gallois. France 3 Bretagne, France Bleu Brésil, je crois que ça s'appelle ici, à ma connaissance, ne sont pas diffusées intégralement en breton, financées par fonds publics depuis 40 à 50 ans. Des mesures comme celle-là, je peux vous en faire une dizaine, mais comme le temps est limité, voilà, je vais m'arrêter là. On pourrait prendre l'exemple du Québec, l'exemple de la Suisse, etc. Donc on sait comment préserver des langues minoritaires, il suffit de faire comme nos voisins européens comparables, que la France le fasse. Je termine donc en disant qu'il est important, qu'il serait sain, que la France comprenne la différence entre langue commune et langue unique. Le français langue commune, à titre personnel, ne me pose aucun problème. Le français langue unique est une catastrophe qui nous mènera un jour à l'anglais langue unique de l'Europe et de la planète. Et je pense que nous, en défendant les langues minoritaires, nous sommes des défenseurs de la diversité linguistique et donc, in fine, des défenseurs du français face à l'anglais. La France est riche de sa diversité. Fernand Braudel. Dans tous les domaines, nous nous en félicitons. Nous avons une diversité de cuisine, de paysages, d'architecture, de monuments. Que penseriez-vous d'un gouvernement qui dirait « Écoutez, il y a plein de monuments en France, on va garder que ceux qui sont à Paris et on va détruire tous les autres. On va détruire Chambord, on va détruire le pont du Gard, etc. parce que ça n'est pas en Île-de-France. » On hurlerait au scandale et on aurait raison. Eh bien, c'est ce qu'on fait sur le plan linguistique. Nous disons en France, il y a plein de langues, on va garder que celle de Paris et on va détruire toutes les autres. C'est tout aussi absurde. Et moi, je vous le dis, en défendant le patrimoine linguistique du pays, en défendant les langues minoritaires de France, je me sens beaucoup plus patriote que ceux qui détruisent le patrimoine linguistique de France. En défendant le breton, vous ne défendez pas seulement le breton, vous défendez le patrimoine de toute la France, vous défendez le patrimoine culturel de l'humanité soutenu par l'UNESCO. C'est donc un combat aussi juste que légitime et qui rejoint les vrais intérêts nationaux du pays, à mon avis. Nous sommes les vrais patriotes et ceux qui détruisent nos langues sont des adversaires du patrimoine de la France. Je vous remercie et pardon d'avoir été un tout petit peu long. Merci beaucoup.